Bonjour Nicolas Pouvremonty. Bonjour. Je rappelle votre dernier ouvrage chez Fayard, Immigration, mythe et réalité. Alors, Nicolas Pouvremonty, Pedro Sánchez, parce que, je le rappelle, nous parlons de cette réunion de crise entre les ministres de l'Intérieur européens, demain en visio, après ce qu'il s'est passé à Ceuta, la quasi-totalité des 60 000 migrants est retournée au Maroc, mais ce qu'il s'est passé est sans doute un avertissement. Nicolas Pouvremonty, Pedro Sánchez a-t-il délibérément ignoré l'existence d'un phénomène qui existe finalement un peu au niveau mondial, un peu beaucoup, et qu'on appelle appel d'air ? Oui, c'est absolument certain. Et dans le cas qui nous intéresse à Ceuta, il y a eu finalement un double appel d'air. Il y a eu d'abord la décision strictement politique qui appartient à Pedro Sánchez. C'est ce grand plan de régularisation qui a été lancé depuis le mois de janvier dernier, qui devait concerner normalement 500 000 personnes dans les estimations initiales. On en est aujourd'hui à quasiment 1,2 million de dossiers déposés. Avant même que le plan ait été annoncé, son arrivée était quand même déjà assez suggérée. Et donc l'an dernier, alors même que les franchissements des frontières de l'UE ont baissé, la seule route migratoire qui a augmenté de manière notable, c'est celle dont nous parlons aujourd'hui, c'est-à-dire celle qui va du nord du Maroc vers l'Espagne, parce que les migrants anticipaient cette régularisation. Et puis il y a un deuxième niveau d'appel d'air plus récent, qui tient à une décision des juges, cette fois-ci, le tribunal suprême espagnol, qui a interdit le dispositif qu'on appelle les refoulements immédiats pour les migrants qui atteignent le territoire espagnol par la mer. Et donc cette décision, additionnée au plan de régularisation, a créé un ensemble de signaux qui font que les migrants étant des individus rationnels, y compris dans les situations de détresse réelles qui sont souvent les leurs, ont été portés à tenter leur chance. C'est-à-dire que cette régularisation massive, et ces 500 000 régularisations il y a quelques semaines en Espagne, ont provoqué ce que vous appelez appel d'air, Nicolas Pouvremonty. En tout cas, ça n'a rien arrangé. Oui, il est absolument certain que cela fait partie des facteurs qui ont généré cette poussée migratoire soudaine. Alors, allez-y, je vous en prie. Non, je vous en prie. Alors, c'est vrai que Pedro Sánchez met en lumière les statistiques de Frontex, donc, qui disent très clairement qu'il y a eu plus d'immigration en Italie qu'en Espagne. Qu'est-ce que vous répondez, Nicolas Pouvremonty, à Pedro Sánchez ? Mais je réponds que Pedro Sánchez choisit sur les chiffres dont il parle la période qui l'arrange, parce qu'effectivement l'Italie a été, plus que l'Espagne pendant un certain nombre d'années, l'une des portes d'entrée majeures de l'immigration irrégulière vers l'Europe. Il n'en demeure pas moins que les dynamiques de ces dernières années sont très dissemblables. Globalement, depuis 2023, le nombre des entrées irrégulières détectées par l'Italie a baissé de quasiment 50%, alors même que, je le disais, l'an dernier, dans un contexte de baisse globale des entrées, la route migratoire du Maroc vers l'Espagne est la seule qui a augmenté. Les franchissements irréguliers détectés par Frontex ont augmenté de 14%. C'est-à-dire que les routes migratoires s'adaptent aux signaux politiques qui sont différents d'un État à l'autre, et en l'occurrence, les signaux envoyés par l'Italie d'une part et par l'Espagne d'autre part ces dernières années n'ont pas été du tout les mêmes. Nicolas Pouvremonty, j'ai pas envie de tomber dans le complotisme de bas étage, mais l'apparent relâchement des contrôles marocains lors de cet épisode, est-ce que cela signifie que les migrants sont aussi devenus une sorte d'arme diplomatique, Nicolas Pouvremonty ? Oui, c'est certain. Et il est même certain que ce levier migratoire, cet instrument migratoire, c'est devenu l'un des principaux outils de déstabilisation auxquels les États européens peuvent être confrontés. Alors, on parle ici évidemment du Maroc, le Maroc qui par ailleurs a une revendication de longue date de sa souveraineté sur les enclaves de Ceuta et de Melilla. Donc effectivement, l'arrivée autorisée au moins implicitement de cette dizaine de milliers de personnes par ce relâchement très soudain des contrôles policiers, c'est aussi un moyen de réaffirmer cette revendication. On sait qu'on a été confrontés, nous en France, au sujet, on l'est toujours à Mayotte. C'est la stratégie des Comores envers Mayotte depuis maintenant plusieurs années. Mais plus globalement, si on parle des mouvements en force et en masse de migrants comme facteur de pression politique, ça n'existe pas qu'au sud de l'Europe. On peut penser à ce qui s'est passé en 2021 à la frontière entre la Pologne et la Lituanie d'une part et la Biélorussie d'autre part. La Biélorussie avait fait venir des milliers de migrants du Moyen-Orient pour les lancer à la en quelque sorte frontière lituanienne et polonaise, effectivement. Nicolas Pouvremonty, je suis en compagnie d'Eliott Maman, journaliste et observateur de la vie politique, et puis Antonin André, rédacteur en chef du service politique donc du JDD. Antonin André souhaiterait, Nicolas Pouvremonty, vous interpeller. Parce que je vois qu'en plus votre institut parle de l'immigration et de la démographie. Or, l'épisode qui s'est passé à Ceuta est quand même l'un des prémices de ce qui risque de se produire dans les années qui viennent. Qu'est-ce que vous répondez-vous à cette équation qui, pour l'Europe, est évidemment assez
assez catastrophique, qui est que en 2050, la population totale en Afrique sera 2,5 milliards d'habitants. Ce sera un quart de la population mondiale, dont 1,3 milliard de moins de 25 ans, qui sont des gens qui auront vocation à vouloir quitter leur pays d'origine pour aller essayer de vivre mieux ailleurs en Europe. Et s'étendre. En Europe. Et cette pression démographique-là, j'allais dire, avec ses petits bras, dans quelle mesure est-ce que l'Europe est capable de l'anticiper, de l'endiguer ou de s'y adapter? C'est ça le grand défi. Nicolas Pouvremonty. Pour ce qui est de l'anticiper, je pense que l'Europe en est tout à fait capable et notre discussion en est la preuve. Il y a deux éléments dans ce que vous évoquez, Antonin André. D'abord sur l'équation mathématique que vous citiez et qui est effectivement souvent présente dans le débat public. Le calcul mathématique précisément est tel que ce serait une course sans fin. Vouloir remplacer les enfants qui ne naissent pas en Europe par des enfants ou des jeunes adultes qui naissent ailleurs dans le monde, c'est une courbe exponentielle. Les Nations Unies avaient calculé d'ailleurs en l'an 2000 les flux migratoires nets qui seraient nécessaires, qui auraient été nécessaires dans chaque pays développé pour maintenir le ratio population de plus de 65 ans, population d'âge actif. Pardon, est-ce que c'est ça qu'on appelle grand remplacement, Nicolas Pouvremonty? Pardon de mettre les pieds dans le plat. Alors, il se trouve que le rapport des Nations Unies que j'évoquais à l'instant était titré « Rapport sur les migrations de remplacement ». Alors, on en a parfois déduit que l'ONU promouvait ce qu'on appelle le grand remplacement. C'est pas du tout le cas de ce rapport. Simplement, ce rapport évaluait que pour maintenir nos niveaux démographiques stables, il faudrait une immigration nette en France seulement, de 90 millions de personnes sur 50 ans. C'est évidemment quelque chose que personne n'est prêt à admettre. Et ça renvoie au deuxième point, qui est l'angle mort d'une approche strictement mathématique de la question, et qui est évidemment que les hommes et les populations ne sont pas interchangeables. Ils ne sont pas interchangeables sur le plan culturel et anthropologique, bien sûr, mais y compris sur le plan économique, y compris sur le plan des niveaux de qualification. La logique d'une économie moderne, des économies modernes comme le sont les économies européennes, c'est d'apprendre dans certains cas à faire plus avec moins, à gagner en productivité, et ça ne nous dispense pas, bien sûr, de traiter à la racine la question de la natalité européenne, qui doit évidemment être relancée. Elliot Maman souhaite vous interpeller, Nicolas Pouvremonty. Oui, parce que finalement, ce que vous nous expliquez là, ça renvoie aussi à des choix, à des volontés qui sont très politiques. On voit d'ailleurs, à mesure que les enquêtes d'opinion se succèdent, que la question de l'immigration est sur le devant des priorités, que l'intégralité des populations européennes exprime l'intégralité. Et en France notamment. En France, alors tout particulièrement en France, mais c'est peut-être un petit peu moins le cas en Espagne. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que précisément, la quasi-totalité des Européens sanctionnent leur gouvernement dans les enquêtes d'opinion et parfois même dans les urnes également, en disant que cette question migratoire n'a pas été prise en charge comme ils le souhaitaient. L'Espagne semble à ce cas être un peu un cas à part. Donc comment est-ce que vous analysez la situation européenne d'une part et cette spécificité espagnole d'autre part ? Bien sûr, je dirais que cette spécificité espagnole tient à deux types de facteurs. D'abord, des facteurs strictement politiques. Pedro Sanchez a choisi de se positionner sur la scène internationale comme l'un des derniers leaders, l'un des derniers dirigeants du monde démocratique favorable à une migration nombreuse et peu contrôlée. Ça a aussi à voir par ailleurs avec la structure de l'immigration reçue en Espagne. Parmi les 1,2 million de dossiers de régularisation qui ont été déposés depuis le mois de février, vous avez 2 tiers à 3 quarts de profils originaires d'Amérique latine. Et évidemment, ça ne va pas sans poser un certain nombre de difficultés, mais il n'en demeure pas moins que l'enjeu de l'intégration ou de la distance culturelle qui peut exister avec d'autres immigrations est moins présent pour ces immigrations-là. Mais ce qui est notable au niveau européen, et vous l'avez souligné à juste titre, c'est que la politique espagnole aujourd'hui est à rebours radical de la dynamique de reprise de contrôle, de la dynamique restrictionniste, disons-le, qui est engagée au niveau de l'Union européenne, qui l'a été encore il y a quelques semaines avec l'adoption du règlement retour au Parlement européen. Mais ça nous montre aussi les fragilités très fortes du droit européen, parce que dans l'état actuel du droit de Schengen, par exemple, un État tout seul, y compris seul contre tous, et c'est le cas aujourd'hui de l'Espagne, est en mesure d'imposer les conséquences de ses décisions à l'ensemble des partenaires de la zone. Nicolas Pouvremonty, alors on n'a pas entendu le roi Mohamed VI depuis vendredi en réalité. N'est-on pas dans le qui ne dit mot consent là avec cette histoire, Nicolas Pouvremonty? Oui, c'est certain, et on en revient à l'instrumentalisation de la migration. Il se trouve qu'il y a maintenant quelques mois que le gouvernement espagnol s'est rapproché du gouvernement algérien sur un certain nombre de sujets. Le gouvernement espagnol est en conflit avec le gouvernement marocain sur la question du Sahara occidental, et évidemment sur le sujet des 2 enclaves de Ceuta et Melilla. Et donc il est difficile dans un État aussi surveillé, pour ne pas dire dans un État policier comme le Maroc, difficile d'imaginer que
les autorités du royaume n'aient pas au moins consenti à ces mouvements soudains de population. Nicolas Pouvremonti, alors on le sait, hein, le Maroc veut récupérer 2 enclaves, Ceuta bien sûr, également Melilla. Faut-il encore, et pardon, je ne veux pas tomber dans le conspirationnisme, mais faut-il encore y voir un lien, Nicolas Pouvremonti? Oui, ça me semble certain. Et le fait que le Maroc utilise ce levier-là, ce levier à la fois sécuritaire sur le plan migratoire, mais aussi démographique, avec cette idée d'un afflux soudain de population sur un territoire dont on revendique la souveraineté, afflux qui peut à terme générer un basculement démographique favorable au rattachement. J'y reviens, c'est strictement la stratégie des Comores à Mayotte depuis des années. Là, ça semble quand même très apparent dans le cas du Maroc. Et pour ce qui est de l'utilisation de la migration, nous avons eu affaire au même genre de stratégie de notre côté en France, de la part de l'Algérie, depuis 2 ans maintenant, pour des raisons assez radicalement inverses de celles du Maroc. C'est précisément parce que la France s'est rapprochée du Maroc, en choisissant notamment de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, que l'Algérie a engagé sa cessation complète de la coopération migratoire. Donc on voit que ce facteur migratoire nous met dans la main d'un certain nombre de stratégies d'États voisins, y compris d'États jugés parmi les plus fiables. Merci. Le Maroc n'est généralement pas jugé comme étant parmi les États les plus hostiles.